Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui avec Florian Wagner et Justin Carpentier d'ArcelorMittal Construction France. Donc, on va parler du sujet qui nous est cher du BIM. Et donc je passe la main tout de suite à Justin. Alors, juste pendant le webinaire, vous verrez qu'il y a des sondages qui vont arriver au fur et à mesure. Je vous invite à y répondre. Et à la fin du webinaire, on aura un temps dédié aux questions-réponses. Donc, la présentation va durer à peu près 30 minutes. Et après, on restera ensemble pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager les informations sur le sondage et sur le chat principalement. Voilà, merci à tous. Et je te passe la main, Justin. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Justin Charpentier, en charge de la transition numérique digitale chez ArcelorMittal Construction France. ArcelorMittal Construction, donc, filiale qui appartient au leader mondial de la sidérurgie, donc ArcelorMittal. Et donc, on agit sur l'ensemble des produits d'enveloppe du bâtiment, que ce soit en couverture, bardage et d'autres aspects de l'ensemble du bâtiment. On a effectivement une complexité à travers notre entreprise où on maîtrise effectivement toute la chaîne d'approvisionnement, que ce soit à partir de la bobine d'acier, galvanisée ou prélaquée, au profilage des différents produits sur lesquels vous pouvez retrouver aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Si on peut, voilà, quelques présentations du coup bref du groupe ArcelorMittal Construction. Aujourd'hui, en 2000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de à peu près 800 millions d'euros, des chiffres qui datent de 2020, 51 millions de mètres carrés de profils vendus, 12 millions de mètres carrés de panneaux vendus. On a un maillage assez clair et performant sur l'ensemble de l'Europe, qui nous permet effectivement d'être agile par rapport à l'ensemble des partenaires qu'on peut avoir et de nos clients, pour une proximité et puis surtout une approche marché locale. Donc en termes de site de production, on présente à peu près 11 lignes de panneaux, ce qu'on appelle de mousse pure et pire, 3 lignes de panneaux en laine de roche et 75 lignes de profilage. Donc effectivement, on a beaucoup plus accentué historiquement sur la partie profilage. Aujourd'hui, on a aussi une ambition d'aller un peu plus sur les panneaux sandwich. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'en termes de nombre, ça reste à la fois minime, mais c'est des choses qui vont aussi évoluer par la suite. On a également aussi, en termes d'acquisition, et aussi derrière, c'est de pouvoir amener une offre complémentaire à nos clients. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu acquérir récemment différentes entreprises, comme par exemple le cas de PMO dans le sud-ouest de la France, spécialise donc des profils et surtout en termes de structure, sur la partie PAN, ou comme très récemment, ça date il y a 2 mois, l'entreprise en Angleterre qui est spécialisée sur la partie accessoires de finition pliée. Donc tout ça nous permet effectivement de proposer une offre complémentaire, un package qui pourrait effectivement venir se compiler avec nos produits qu'on propose déjà sur le marché. Donc aujourd'hui, le groupe est essentiellement européen, mais on a quelques succursales à la fois aussi en Amérique du Sud et en Caraïbes et aussi sur le territoire africain. Notre approche sur le marché est assez différente de ce qu'on peut trouver. On a une approche beaucoup plus en termes de marché, enfin segment de marché plutôt que de produit, où l'idée, ça va être effectivement de proposer des produits qui vont pouvoir se répondre à des réglementations, des normes et surtout pouvoir répondre à des exigences en fonction de la typologie du bâtiment, soit par exemple dans le milieu agricole où effectivement on va pouvoir aussi répondre à des éléments, qu'on soit en milieu corrosif ou dans d'autres types de bâtiments, que ce soit ERP, par exemple tout ce qui est piscine municipale, ce genre de choses, où on a aussi une série de qualités de revêtement qui nous permettent effectivement de pouvoir apporter une finition sur la qualité de nos produits et qui nous permettent du coup, comme vous pouvez le voir, de se retrouver à travers plusieurs segments de marché. On peut aussi citer la partie frigorifique,
où on a effectivement des produits qui sont adaptés pour ce type de marché, ou plus récemment le marché résidentiel avec des produits un peu plus design qui nous permettent de venir voilà, appréhender ce nouveau segment. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de proposer, si vous voulez, des systèmes assez complexes et des solutions qui vous permettent de pouvoir installer nos produits avec une certaine facilité de mise en œuvre. On investit énormément aussi sur toute la partie recherche et développement, que ce soit sur toute la partie panneau sandwich avec les types d'isolants qui nous permettent aussi d'être beaucoup plus proches de l'impact environnemental. Ça, c'est aussi des enjeux qui nous est vraiment cher chez ArcelorMittal. L'idée vraiment de, comme je le disais juste avant, de proposer vraiment un package où on peut très bien aussi couvrir l'ensemble des besoins du bâtiment, que ce soit la partie plancher, comme on peut le voir, la partie couverture, bardage, mais également ce qu'on va appeler la partie accessoire. C'est un dernier élément de nos développements des derniers mois, où effectivement aujourd'hui on est en mesure, on a des sites en mesure de pouvoir proposer des accessoires pliés et même d'autres produits complémentaires, toute la partie fixation ou éléments d'étanchéité que vous pouvez retrouver et que nos clients aujourd'hui nous demandent pour une complémentarité à travers nos produits. Les dernières évolutions et développements qui ont été plus possibles, on a toute la partie module préfabriqué qui a été mise en place, où les balcons suspendus, comme on peut le retrouver, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc voilà, aujourd'hui, ArcelorMittal Construction est tourné vers l'avenir, vers des systèmes constructifs et de solutions d'enveloppe en acier, et donc toujours avec dans l'idée de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Ça, c'est vraiment notre enjeu principal sur les prochaines années. Donc, toute une série de familles de produits. Comme je vous expliquais juste avant, on a aussi une approche aussi par famille de produits qui vont effectivement venir compléter notre offre. Voilà. Donc, comme j'expliquais, on a mis en place, donc le groupe ArcelorMittal a décidé donc du coup à une vraie ambition d'ici 2030 de réduire à 35% les émissions de CO2 et atteindre du coup le net zéro d'ici 2050. Donc, ils ont mis en place un programme qui s'appelle le C5 Green Commitments. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, je vous ai mis le lien pour retrouver vraiment l'ensemble de nos engagements et sur lesquels on veut s'appuyer et mettre en place sur les prochaines années. Donc, cinq éléments aujourd'hui qui constituent du coup ce programme-là. Bien sûr, d'avoir une énergie verte. Voilà, ça c'est important. Donc, pour cela, il y a différentes initiatives aujourd'hui qui sont mises en place, essentiellement sur les sites de production. Comment effectivement on peut avoir une auto-énergie en termes de consommation. Par exemple, d'utiliser ce qu'on peut trouver, tout ce qui va être énergie solaire, par exemple, et d'éviter d'aller acheter de l'énergie en externe. La partie économie circulaire, comment on va pouvoir traiter les déchets, que ce soit en fait de l'acheminement de nos produits de matières premières, bobines d'acier, jusqu'à la conception des profilés et des panneaux sandwich, jusqu'à la livraison sur les chantiers. Donc, il y a tout un programme aujourd'hui qui est identifié pour effectivement pouvoir travailler main dans la main avec nos partenaires pour pouvoir aussi réduire cet impact-là. La partie également aussi, empreinte carbone, donc limiter l'empreinte carbone. Alors, c'est pas que, vous savez, ce programme-là, on pourrait penser que c'est un aspect marketing, mais on va dire chez ArcelorMittal Construction, nous, on a bien compris que l'enjeu était aussi avant tout pour aussi nous en interne. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment l'envie d'avoir un équilibre entre l'émission de CO2 qu'on a en interne, donc tout ce qu'on peut aussi réduire à notre niveau, même d'un point de vue collaborateur également, mais également aussi en externe, qui vont aussi nous donner de la valeur. Mais donc, du coup, c'est vraiment cet équilibre qu'on a besoin d'avoir. Donc, ça va être effectivement le challenge de réussir à mener à la fois les actions en interne et également en externe. Également aussi tout ce qui va être lié à l'environnement et à la biodiversité.
Donc, par exemple, récemment, on a mis en place un apiculteur sur notre site de Séronce situé donc, près de Bordeaux, où l'idée, effectivement, ça va être de repolliniser l'endroit et d'avoir une interaction avec les différentes personnes qui travaillent sur place pour aussi commencer à essayer d'amener une nouvelle réflexion. Donc, c'est la cinquième partie, la cinquième impact, c'est toute la partie collaborateurs et engagement qu'on peut aussi créer en interne. Ça, c'est la partie environnementale. Sur la partie digitale, donc aujourd'hui, il y a le plan BIM 2022 soutenu par les pouvoirs publics et sur toute la transition numérique du secteur de la construction, qui, nous, ça fait quelques temps déjà, on n'a pas attendu le plan BIM 2022 pour mettre en place toute une série d'outils. Du moins, en termes d'application numérique, on a bien compris que, effectivement, délivrer des produits, d'avoir un peu plus de R&D, d'aide sur la partie environnementale, c'est des bonnes choses. Mais comment aussi on peut accompagner nos partenaires et nos clients sur la partie digitale. Donc, c'est pourquoi, bien sûr, on est toujours à l'écoute des besoins et du marché et à travers les échanges qu'on peut avoir avec vous et puis surtout nos différents partenaires. Donc, on a mis en place toute une série d'applications. Je pense par exemple à MySpace, qui est une application qui permet à nos clients de pouvoir interagir avec nos équipes, que ce soit en matière d'avancement et de livraison sur les commandes saisies, ou par exemple plus récemment avec la mise en place du BIM, où l'idée qu'on a derrière ça, c'est de pouvoir effectivement proposer notre offre de catalogue à travers des objets 3D, que ce soit directement synchronisé avec notre base de données, donc qu'il n'y ait pas de transgression avec des données perdues ou des mises à jour de catalogue qui pourraient du coup avoir eu lieu dans le passé avec la partie papier comme on a pu le découvrir auparavant. Ça, c'est aussi l'impact. On a également sur le BIM toujours l'envie de pouvoir, ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc de pouvoir communiquer avec les différents logiciels métiers. Aujourd'hui, on s'est concentré sur Revit, mais on a aussi le sentiment qu'il faut aussi qu'on aille se développer sur d'autres logiciels, comme par exemple Tekla, et puis aussi continuer à proposer d'autres choses, que ce soit en termes de rendu esthétique, toujours à travers le BIM, ou par exemple toute l'offre globale des systèmes qu'on peut aussi trouver et qu'on prescrit aujourd'hui, ou tout ce qui est accessoires privés, fixation. Donc voilà, sur la partie digitale, également aussi des outils collaboratifs aussi en interne, puisque c'est aussi important de pouvoir aussi emmener avec nous nos collaborateurs. Donc c'est également aussi ce qu'on fait pour toujours être à l'écoute de notre marché et puis aussi les accompagner pour vraiment continuer à répondre à vos besoins et puis à vous accompagner dans ces transitions numériques du bâtiment. Bonjour à toutes et tous, je me présente, Florian Wagner, responsable de domaine PIM pour le groupe ArcelorMittal Construction. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec le PIM au service du BIM, je vous propose d'abord de commencer avec une brève définition de ce qu'est le PIM. Si on peut aller sur la slide suivante. Merci. Alors, le PIM, déjà, c'est un acronyme qui signifie Product Information Management. Donc, pour faire simple, c'est une énorme base de données centralisée au niveau de laquelle on gère de l'information produit. Quand je dis produit, c'est vraiment au sens large. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer toutes les familles de produits que vous a présenté Justin juste avant, mais on est également en mesure de gérer, dans notre cas, ce qu'on appelle des revêtements organiques, des isolants, des accessoires tels qu'il vous les a présentés. On a des accessoires pliés, des accessoires de fixation, des translucides et même des projets de référence. Donc en fait, c'est vraiment riche et varié. Comment s'intègre maintenant ce PIM dans notre écosystème? Comment est-ce qu'il évolue? Puis finalement de notre urbanisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on souhaite créer un produit dans notre société, il faut d'abord créer de la donnée de manière industrielle, si je puis dire, c'est-à-dire directement dans notre ERP, de sorte à être en mesure de fabriquer, de commander les lignes de production. Cette donnée brute est envoyée ensuite toutes les nuits dans notre PIM. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent différents acteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. On peut avoir des personnes du commerce, des personnes du marketing, des chefs de produits, des personnes de la technique, etc., qui vont s'atteler à l'enrichissement finalement de cette donnée. Cette donnée, une fois qu'elle a été enrichie et bien évidemment validée, on est en mesure
d'utiliser cette data pour la communiquer sur un ou plusieurs canaux. Quand je parle de canal, on parle par exemple des sites internet, des sites marchands, des applications mobiles, de MySpace, comme l'a évoqué Justin auparavant, mais aussi de la CRM, etc., etc. Et donc, on a souhaité capitaliser sur notre solution PIM pour faire du BIM. Autrement dit, on a souhaité rajouter un nouveau canal. Donc, comme je le disais, on a souhaité capitaliser sur notre PIM. Pourquoi sur notre PIM? Tout simplement parce que déjà, on a cette solution, on a eu le luxe d'autant plus, si je puis dire, hein, de customiser cette solution, d'implémenter une gouvernance au sein de ce PIM, de sorte à ce que l'outil réponde complètement à nos contraintes organisationnelles, qu'elles soient d'ailleurs centrales et ou locales. On a également beaucoup travaillé sur les procédures d'enrichissement de la donnée pour la simplifier autant que faire se peut. Et donc, ces procédures d'enrichissement étaient déjà, au lancement du projet, maîtrisées par nos key users. Donc, on savait forcément qu'on allait pouvoir accroître notre capacité à déployer. On allait pouvoir déployer finalement le projet dans toutes nos filiales beaucoup plus rapidement. Et de plus, on peut avoir des usages multiples de ces données techniques et ou marketing. Par exemple, les désignations des produits que vous retrouvez sur le BIM peuvent être exploitées également sur d'autres canaux, comme nos sites Internet. Les données techniques qu'on exploite sur BIMMCO peuvent également être utilisées pour générer, par exemple, des fiches techniques de manière dynamique en se basant sur le contenu de notre BIM. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous a fallu faire pour pouvoir gérer du BIM? Eh bien, tout simplement, apprendre à gérer de nouveaux formats de fichiers. Par exemple, le .RFA, c'était une extension qui n'était pas gérée dans le standard de notre outil. Il nous a également fallu mettre en place un nouveau groupe utilisateur, le BIM Manager, avec un périmètre bien spécifique, et il fallait en fait vraiment que cette personne se sente responsable de la donnée, dans le sens où elle allait devoir sélectionner les produits et les articles BIM, gérer les performances des produits et intégrer forcément les objets 3D. Et enfin, il nous a fallu évidemment intégrer ce groupe utilisateur dans notre gouvernance globale, pour faire en sorte que tout cet écosystème et que l'enrichissement de la donnée se fasse de la meilleure façon possible. Concernant la partie data maintenant, vous doutez bien que le point de départ de tout, c'est notre produit. Donc, par exemple, ici, on a un panneau sandwich, un nom d'interprété, un de nos produits phares. Autour de ce produit, on vient enrichir ce produit avec des données marketing, comme par exemple des descriptifs, des arguments. On a également de la documentation, des images et forcément, dans le cadre du BIM, des objets 3D et des performances techniques. Une fois qu'on a consolidé ce noyau, tout autour gravite un bon nombre d'articles de configuration produit. Par exemple, dans le cadre de ce panneau, on peut avoir des panneaux dans différentes épaisseurs de mousse, dans différentes épaisseurs en métal, avec différents revêtements organiques. Tout ça, ce sont des articles chez nous. Et on en a une grande multitude. Par exemple, on a récemment dépassé plus de 800 000 articles dans nos bases de données. Donc c'est là que le rôle du BIM Manager est très important, puisqu'il doit sélectionner le produit ainsi que les articles et les données, les propriétés, si je puis dire, qu'on souhaite exposer à BIMMCO. Et donc c'est là que BIMMCO prend le relais, puisqu'ils se sont chargés en fait de faire une transcodification entre nos dictionnaires respectifs. En effet, puisqu'on souhaitait s'appuyer sur notre PIM, on a dû développer un connecteur spécifique pour faire du PIM à PIM avant de pouvoir générer des objets BIM. Cette transcodification était nécessaire parce qu'un attribut de performance qui s'appelle par exemple ABC dans nos systèmes peut s'appeler XYZ dans le leur. Donc il fallait que les deux outils puissent communiquer. On a également eu beaucoup de conseils de la part de BIMMCO pour la modélisation, la conceptualisation de tous nos objets 3D. Ce sont également eux qui sont aujourd'hui en charge finalement de mettre à jour nos objets avec les données de performance adéquates, sous-entendu celles qu'on leur fournit. Et enfin, BIMMCO a su mettre à notre disposition une bonne multitude de services, un certain portail si je puis dire, avec notamment une iframe par exemple. Donc une iframe, pour faire simple, on absorbe une partie de la plateforme BIMMCO et on l'encapsule sur nos sites internet, de sorte à être en mesure de communiquer plus largement, de toucher une plus grande audience. On peut communiquer à la fois via la plateforme BIMMCO et à la fois via nos sites internet respectifs. Et on a également décidé de s'offrir d'autres services, comme par exemple la plateforme OnFly, qui nous permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas, entre guillemets, prévues dans l'offre de base, avec la possibilité, par exemple, de filtrer sur des performances produits et de trouver le ou les produits adéquats
parmi notre offre qui est large et profonde, comme on a pu le voir auparavant. On va laisser un petit temps pour le sondage. Merci, messieurs. C'est très intéressant, je trouve, notamment la partie Justin, le site toi, Florian, les démarches que vous mettez en place et derrière la stratégie que vous mettez en place chez Arcelor. C'est très intéressant de suivre ça. Je félicite l'engagement pour le projet C5 là. Et au niveau du PIM, petit aparté sur le métier de BIM manager qui est aussi possible chez les fabricants, on peut le voir aujourd'hui. Et en fait, on est très proche de ce que se fait dans les projets BIM, dans l'approche et dans la réflexion. Mais là, on est plus lié aux objets fabricants et au contexte industriel. C'est très intéressant de transposer ça au métier du BIM en général. Je vais mettre fin au sondage et je passe à la présentation. Merci, Clara. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Rémi Morco, donc je suis ingénieur solution et BIM manager chez BIM & Co. J'ai eu l'opportunité de travailler sur ce projet depuis le départ du projet. De par mon expérience sur ce type de produit, notamment dans les phases exécution, où j'ai eu besoin de mettre en place des objets de type Arcelor, de type façade et bardage. J'avais une bonne connaissance sur les produits déjà, ce qui est intéressant, et aussi la manière dont les modéliser et avoir l'approche globale dans une maquette numérique. Alors, l'approche sur le BIM d'Arcelor, c'était déjà de mettre en place au sein de BIM & Co un groupe utilisateur pour prendre des données d'entrée en termes d'usage. Donc, de cibler à quoi l'objet BIM, qui serait modélisé dans un premier temps sur Revit, allait répondre. Donc, on a fait le choix de proposer sur chaque objet plusieurs niveaux de détail. Donc, on va retrouver tout à l'heure sur la partie démonstration, sur chaque produit, la possibilité de télécharger des modèles Revit compatibles avec un niveau de détail défini. Donc, c'est en fonction de l'usage, c'est plutôt soit la partie conception, donc architecture ou maîtrise d'œuvre, ou ça peut être aller jusqu'à l'entreprise qui va poser le produit, donc pour le poseur, avec des possibilités de faire des plans d'exécution. Donc, l'objet BIM, en plus de répondre à la partie que je viens de citer, est entièrement configurable, donc en fonction des exigences du projet, du calpinage et de la mise en place du produit dans la maquette. Il faut que le produit puisse avoir une certaine configurabilité, notamment sur l'épaisseur, comme l'a cité tout à l'heure Florian, sur l'opposition des panneaux, etc. Donc, on va retrouver des produits entièrement configurables. Donc, toutes ces configurabilités viennent bien sûr des données PIM. Donc, tout à l'heure, en parlant en BIM & Co, je ferai une aparté sur cette notion-là qui est très importante. Donc, aussi, derrière, c'est de proposer les données techniques qui sont certifiées par Arcelor. Donc, les données sont en aucun cas saisies dans BIM & Co. Ils viennent des données du PIM, donc sont certifiées par le fabricant et sont homogènes sur tous les canaux, comme l'a présenté tout à l'heure Florian. Donc, sur le site internet d'Arcelor, sur notre plateforme BIM & Co, ou même, pourquoi pas, sur la brochure, vous allez retrouver exactement les mêmes données, ce qui vous assure d'utiliser des bonnes données pour faire des calculs, par exemple, notamment thermiques, ou des réactions au feu, par exemple, ou des calculs de poids propre. En termes d'usage, comme je disais tout à l'heure, les objets répondent à la possibilité de mettre en place des calpinages en utilisant des familles particulières dans Revit qui permettent d'automatiser, on va dire, la mise en place du produit. On couvre les différentes possibilités d'installation, donc l'essence de pose, par exemple, la gestion des recouvrements, des débords, etc. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur de l'objet et entièrement configurable. On peut aussi éditer facilement des plans. Donc, pareil, au niveau de la construction de la famille, il y a une réflexion qui a été mise en place pour que déjà, de manière générale, tous les produits soient modélisés d'une certaine manière et avec des contraintes homogènes
pour se retrouver avec une facilité d'utilisation sur les produits dans Revit, par exemple. Et aussi proposer, par exemple, de pouvoir annoter chaque composant d'un produit. Même si un produit vous est livré en tant qu'un objet, en fait, le produit est composé de plusieurs composants, par exemple le parement extérieur, la mousse, le parement intérieur, et pourquoi pas des équipements à l'intérieur du produit. Donc, chaque équipement dans Revit va être possibilité d'être annoté, coté, dimensionné, donc ce qui permet d'avoir vraiment la possibilité de faire des plans assez précis, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi derrière, la possibilité d'intégrer une nomenclature claire et lisible et homogène sur tous les produits pour, par exemple, faciliter la commande, notamment avec les équipes d'Arcelor. Aussi, il y a une réflexion sur le fait de proposer directement chez BIM & Co une bibliothèque de matériaux à utiliser dans l'outil métier. Donc, comme vous l'avez compris, le premier focus a été de cibler les utilisateurs de Revit. Mais bien sûr, une réflexion qui va au-delà de Revit est en cours, notamment pour aller sur des plugins comme Tekla, comme tout à l'heure on parlait Justin. Donc, ces bibliothèques de matériaux, l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser directement dans ce logiciel pour avoir directement accès à l'entièreté des matériaux que Arcelor propose dans son catalogue pour justement être au plus près du projet. Voilà, là, j'ai mis quelques liens que vous pouvez retrouver dans la présentation qui vous donnent accès directement aux produits d'Arcelor via le site d'ArcelorMittal et la page fabricant sur le site de BIM & Co. Alors, la petite démo. Alors, avant de passer sur la démo Revit, je vais parler rapidement de ce qui a été fait sur BIM & Co. Donc voilà, on se retrouve sur le site de BIM & Co, donc dans la page fabricant d'ArcelorMittal. Alors, j'aurais pu aller sur le site aussi d'ArcelorMittal, on aura trouvé à peu près la même présentation. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on retrouve 34 produits qui sont disponibles. Donc, ces 34 produits ciblent différents catalogues, comme on a pu voir tout à l'heure. Vous allez retrouver un ou plusieurs produits en fonction des catalogues choisis. Et donc, tous ces catalogues, bien sûr, les informations, les images ou même la description viennent des données du PIM, donc sont dynamiques avec les données d'entrée qui nous sont fournies par Arcelor. Et dans ces catalogues, on va pouvoir trouver toutes les informations visibles. On va retrouver le produit. Donc, par exemple, ici, c'est une coque MD donc, qui répond à un produit de façade de cassette, par exemple. Et sur ce produit, on va retrouver l'ensemble des informations que l'on voyait tout à l'heure sur le graphique de Florian. Donc, l'information du produit qui vous donne les caractéristiques du produit et la partie, on va dire, marketing. Ensuite, des photos qui vous donnent une illustration pour chaque produit. La partie modèle 3D, donc, qui nous intéresse tout de suite. Donc, on peut voir que ici, trois modèles Revit vous est proposé pour la coque MD et un modèle vous est proposé pour la partie fixation. Et en fait, aujourd'hui, on trouve des modèles associés au logiciel Revit. On trouvera bien sûr d'autres formats plus tard. Et donc, ces modèles sont définis avec des lots différents. Donc, en fonction de l'usage, vous allez pouvoir télécharger directement un fichier RFA qui correspond à vos besoins. Et à l'intérieur de ce fichier RFA, on verra ensuite dans Revit, on va retrouver l'ensemble des informations qui sont sur le produit, donc notamment ici sur la partie propriété. Donc, on va retrouver des données techniques, notamment par exemple le propre, des données de dimension avec les différentes variantes du produit, la partie matériaux avec les matériaux disponibles. Au sein de l'objet, on retrouve aussi la partie documentation, donc avec l'ensemble des documents directement disponibles sur BIM & Co, notamment avec les fiches techniques, les déclarations de performance, etc. Voilà à peu près tout. Alors aussi, on a une notion de pays de distribution. Donc, ça peut être intéressant de cibler un produit en fonction du contexte du pays. Donc, maintenant, je vais passer sur Revit.
Donc, sur Revit, alors oui, dans ce petit sondage, hop, sur le côté, mon côté. Donc, sur Revit, on va retrouver, bien sûr, donc là, j'ai mis en place sur un projet le produit. Donc, la majorité des produits aujourd'hui qui sont ciblés sont des panneaux de façade ou de bardage ou même des panneaux de toiture. Donc, la catégorie utilisée dans Revit a été majoritairement sur des panneaux de mur rideau. Donc, l'avantage du panneau de mur rideau, c'est qu'il va être facilement intégrable dans un système de mur rideau avec un calepinage donné. Donc, on peut définir rapidement son calepinage en fonction des contraintes architecturales et ensuite mettre en place le panneau de mur rideau. Donc, on va retrouver ici deux types de produits pour la démonstration. La coque MD, donc, qui est un produit de façade, et le Mocaterm, qui est un produit de toiture. Donc, sur le produit, bien sûr, on va retrouver la partie configurable. Donc, ici, on peut définir la position des étriers. On va retrouver la possibilité de définir un matériau avec la bibliothèque de matériaux proposée au téléchargement dans les parties de documentation. Donc, on va retrouver tous les matériaux possibles pour ce produit-là. Et ensuite, les informations techniques, notamment les données de performance ou, par exemple, ici, le poids propre en fonction de la variante du produit. Donc, toutes ces informations, bien sûr, sont synchronisées avec la plateforme du Menco et les valeurs viennent du PIM. Donc, il y a un gros travail sur la partie synchronisation pour s'assurer qu'au moment du téléchargement, on profite des dernières mises à jour parce que le produit peut évoluer dans le temps aussi. On peut avoir des nouvelles configurations qui arrivent sur le marché. Et bien sûr, l'idée, c'est d'impacter aussi les objets pour proposer ces nouvelles variantes aux utilisateurs. Alors, en plus de pouvoir facilement, on va dire, se positionner dans un projet via la facilité des murs rideaux et la définition du calepinage, on va pouvoir avoir la possibilité, de manière assez efficace, de faire des plans donc, assez détaillés. Donc, on va retrouver sur le produit, par exemple, ici, CockMD, l'entièreté du composant, donc avec la partie cassette, la partie fixation et différentes possibilités de annoter et bien sûr coter ces éléments-là. Donc en fait, dans la réflexion que je vous parlais tout à l'heure au niveau de la construction de la famille, elle a été pensée pour pouvoir justement annoter et coter chaque composant. Ici, c'est vraiment des étiquettes qui sont dynamiques et qui va prendre le renseignement du produit en fonction de la position de l'étiquette. Ce n'est pas des textes, c'est vraiment directement des informations qui viennent et qui sont issues de l'objet BIM. Donc, ces informations-là sont bien sûr intégrées dans les objets. Donc, on vient directement interroger la base de données et récupérer les informations des produits. Donc, bien sûr, ça peut être fait dans toutes les vues. Donc là, c'est une vue en coupe, mais ça peut être aussi fait en vue en plan. Donc là, sur le vue en plan, on va retrouver bien sûr le calepinage du produit avec la partie joint creux, la partie dimension des ossatures. Bien sûr, tout ce qui est paramètres est entièrement configurable. Donc ici, j'ai défini un joint creux vertical, un joint creux horizontal. Tout ceci, je peux changer en fonction de mon besoin pour m'adapter au produit. On a la partie aussi nu extérieur pour définir l'épaisseur de mousse qu'on va pouvoir mettre en place derrière la cassette. Donc, tout ça, c'est entièrement configurable. Et derrière, bien sûr, on va pouvoir nomenclaturer tous ces équipements pour récupérer toutes les informations nécessaires en fonction du produit pour lancer mon chiffrage avec mon fabricant. Et une dernière partie, bien sûr, alors là, je ne vais pas le lancer là directement parce que c'est gourmand en ressources, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la première image, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir sur la bibliothèque de matériaux, pouvoir faire du rendu. Donc aujourd'hui, on a deux types de matériaux, on va dire des matériaux simples qui font appel justement uniquement à une valeur RGB, donc qui est un RAL du produit. Donc là, c'est un RAL spécifique brique. Là, c'est du brique 2001, donc un matériau, on va dire, simple qui fait appel uniquement à valeur RGB.
Et on travaille aussi sur des matériaux plus complexes qui font appel cette fois-ci à des images pour justement faire du rendu qui s'approche de plus en plus de la réalité, notamment sur des matériaux comme du Irisa. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour moi. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a eu des questions, Rémi. Hein. Ouais, je vais faire le relais avec les questions, justement. J'ai une petite question au niveau questions-réponses. Privilégiez plutôt le chat, parce que sinon, il y a différentes sources d'informations. Alors, une question de Zara. Pourquoi avoir développé une bibliothèque d'objets BIM dans des formats propriétaires et donc avoir choisi de positionner dans le Closet BIM Revit BIM? N'est-il pas plus intéressant de développer des bibliothèques d'objets au format IFC qui seraient accessibles aux différents logiciels et applicatifs métiers BIM, sachant que le modèle de données IFC permet parfaitement d'intégrer toutes les données nécessaires? Alors, pas vraiment. Alors déjà, il n'y a pas forcément de notion d'objet BIM dans l'IFC, parce que chaque référence est un produit IFC. Et l'idée, c'était d'être au plus près des utilisateurs. Et aujourd'hui, on ne fait pas de conception à partir du format IFC. Un format IFC, c'est un format d'échange qui permet plutôt d'exporter une maquette numérique. Donc, la première idée, c'était de proposer bien sûr des produits d'objets BIM sur différents formats pour ne pas être ciblé que sur du Revit. Il fallait bien commencer par un logiciel. La majorité des clients qu'on avait en commun avec Arcelor étaient sur du Revit ou sur du Tekla. Donc, on a ciblé ces deux logiciels-là. On a commencé par Revit. Viendra ensuite Tekla et après, on pourra aller sur d'autres logiciels. Alors, on peut aussi, au sein de la plateforme Bimenco, j'en profite sur la partie sujet IFC. Alors, ça n'a pas été le cas pour l'instant avec Arcelor, mais on est capable aussi de générer pour chaque référence produit et chaque variante un format IFC spécifique. Donc, ça pourrait être un usage si vraiment il est poussé, on peut mettre en place un IFC et faire un export pour chaque variante au format IFC. C'est tout à fait possible. Si vous voulez faire un commentaire là-dessus, Justin ou Florian? Moi, je trouve que non, c'est effectivement, tu as raison, Rémi. Aujourd'hui, alors l'IFC, effectivement, on en parle très longtemps, qui est le format universel, mais effectivement, nous, dans l'approche quand on s'est renseigné sur le BIM, dans notre approche, on s'est rendu compte qu'en fonction des différents logiciels, il y avait de la perte de données quand vous utilisiez le format IFC. Et ce que disait Rémi, effectivement, c'est un format qui est beaucoup plus d'export plutôt que d'interopérabilité, du moins actuellement. Donc, à voir ce qui se passera dans les futurs formats d'évolution de l'IFC. Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt parti sur la stratégie d'aller sur de développer différents formats propriétaires, typiquement Revit, et puis du coup du Tekla également. Donc, à voir par la suite et aussi en fonction de comment les différents éditeurs arriveront à se mettre d'accord pour aller vers un format d'échange le plus simple possible. Alors, une question intéressante, alors effectivement, on n'a pas parlé, mais une question de Bernard. En cas de changement de propriété, donc qui peut venir du PIM ou chez Arcelor, les projets Revit sont-ils mis à jour? Alors, Florian en a parlé rapidement, mais la synchronisation, bien sûr, elle est constante et de manière récurrente. Donc, dès qu'une modification est faite dans le PIM, elle est répercutée au niveau du BIM. Je peux te laisser dire un mot si tu veux, Florian, là-dessus. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore en temps réel, etc., parce qu'on fait de l'échange de fichiers à plat. Et pour l'instant, on a défini une synchronisation une fois par semaine, à hauteur d'une fois par semaine. Par contre, on a la main là-dessus et au fil du temps, on teste déjà la robustesse de nos systèmes, de la procédure qu'on a mis en place. Et une fois qu'on est sûr en fait qu'on a pris bretelle ceinture, on pourra en fait tout simplement revoir cette fréquence de synchronisation. On peut imaginer une fois par jour, on peut la faire 2 fois par jour, à voir en fonction des usages. On est également en train d'apprendre et on ajustera derrière si nécessaire. Mais ça veut dire que dès lors qu'on met à jour, que ce soit aussi bien un descriptif marketing, qu'une donnée de performance, que je sais pas, un nouveau LOD, peu importe, ces données sont envoyées pour l'instant à hauteur d'une fois par semaine aux équipes BIMEMCO. On a ensuite en place un système de double synchronisation pour nous assurer de mettre à jour les données au niveau des objets.
Après, j'ai parlé au niveau des projets Revit. Alors, si vous êtes utilisateur de BIM & Co au sein de Revit, moi, je ferme ça, masquer le volet. Hop. On a un petit plugin qui s'appelle plugin BIM & Co. Donc, à l'ouverture de votre maquette Revit, si vous avez installé le plugin BIM & Co, vous pouvez profiter de ces mises à jour. Alors, elles ne sont pas faites automatiquement dans Revit, elles sont proposées à l'utilisateur. Donc, si un objet ou plusieurs objets du fabricant ArcelorMittal a été mis à jour, les mises à jour vont vous être proposées et vous pourrez choisir qu'est-ce que vous pouvez mettre à jour. Soit tel ou tel produit, soit telle ou telle variante, soit telle propriété. Donc ça, c'est vraiment accessible uniquement si on a le plugin BIM & Co installé. Mais c'est possible, oui, de profiter des mises à jour. Alors, je prends une autre question de Christophe. Beaucoup de bureaux d'études travaillent encore sur AutoCAD et n'ont pas encore les moyens de se payer le processus BIM. Avez-vous prévu de donner des solutions? Alors, je n'ai pas présenté là, mais sur BIM & Co, en fait, on a plusieurs onglets. On a la partie modèle 3D et modèle 2D. Donc, effectivement, si un média 2D vient de chez Arcelor, on l'intègre directement sur la plateforme. Alors, c'est pas sur tous les produits, mais c'est tout à fait possible d'intégrer des formats DWG au sein de BIM & Co. Et ça me permet aussi d'introduire le fait que sur AutoCAD, on a un plugin aussi, BIM & Co, qui permet aussi de faire le téléchargement, etc. Ça, je pense que c'est aussi, au niveau média côté AMC, je pense que c'est un format sur lequel vous avez aussi des sources qu'on pourrait le proposer sur tous les objets. Aujourd'hui, c'est déjà accessible sur notre site internet, arcelormittalconstruction.com. Vous pouvez retrouver sur l'ensemble des pages produits. Alors, vous avez une loupe sur notre site internet pour retrouver facilement un nom de produit. Et on met en accès direct l'ensemble des fichiers DWG. Donc, pour tous nos produits, nous avons des fichiers DWG. Donc, voilà. C'est peut-être pas accessible sur BIM & Co. Alors, peut-être des choses qu'on pourrait peut-être revoir ensemble, Rémi et Florian. Et en tout cas, sur notre site internet, vous avez accès aux fichiers DWG. Alors, une question de Saïd. Je suis éditeur de logiciels dans l'enveloppe du bâtiment, enveloppe 3D sous AutoCAD de Procal. Est-ce que je peux accéder au PIM de Arcelor? Puis-je exposer les produits Arcelor dans notre logiciel pour nos clients? Alors, je vais prendre la première partie de la question pour l'accès au PIM. Aujourd'hui, il est encore réservé à un usage interne. C'est-à-dire qu'il y a uniquement nos équipes qui peuvent enrichir la donnée. Par contre, plus tard, on peut imaginer créer des accès spécifiques pour des partenaires, des fournisseurs par exemple. On a des projets de cross-selling, on est capable de revendre en fait des accessoires de fixation. Je parle bien de revendre puisqu'on n'est pas en mesure de les fabriquer nous-mêmes. Et donc, on pourrait imaginer plus tard que des fournisseurs puissent intervenir dans notre PIM avec un accès sécurisé pour procéder eux-mêmes à l'enrichissement de la donnée, puisqu'on est sur de la collaboration et sur un échange gagnant-gagnant. Ouais. Bah, écoutez, moi, si je peux, Saïd, si je peux du coup ajouter un argument. Oui, Procal, on nous a déjà parlé de votre logiciel. Je pense que le mieux, c'est peut-être ce serait intéressant effectivement de comprendre un peu plus votre stratégie par rapport à Procal et ce que vous voulez faire. Mais oui, tout à l'heure, j'en parlais, que c'est aussi des choses qu'on veut aussi davantage s'intéresser, les différents types d'usages qu'on peut trouver sur le marché. Donc, l'idée à terme, nous, c'est vraiment, on parle surtout d'OpenBIM. Donc, effectivement, l'idée de retrouver nos produits dans tout type de logiciel, c'est vraiment notre ambition. Donc, écoutez, avec plaisir pour échanger par la suite sur comment on peut effectivement vous aider pour intégrer nos produits dans Procal. Ok, il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie en tout cas encore, Justin et Florian, de m'avoir accompagné pour ce webinaire. Et puis, je vous dis bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.